Eh bien, animation de plateaux radio avec différents invités, des tables rondes, des rencontres, entretiens. Et c'est le cas en présence de Tanguy Descamps pour son ouvrage « Basculons dans un monde vivable » qui est paru aux éditions Actes Sud. Bonjour Tanguy. Bonjour. Et bienvenue sur nos antennes. Un ouvrage qui est paru quand ? En avril 2022. En avril 2022, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. Vous êtes diplômé de Sciences Po, Bordeaux. C'est ça. On reçoit encore... Eh bien, on avait Camille Etienne tout à l'heure, Sciences Po, économie également. C'est vrai que c'est assez marqué. De jeunes diplômés, hauts diplômés, ouais, marqué, ouais, en effet. L'écologie, d'ailleurs, qui peut être questionnée à ce niveau-là parfois. Tout à fait, oui, c'est sûr. Alors je ne sais pas s'il faut constater ainsi, dans son manque parfois de transversalité, sur ces questions à la fois climatiques, enjeux écologiques et questions sociales plus larges. Oui, tout à fait. Camille l'évoquait aussi tout à l'heure là dans sa conférence. Je l'entendais parler de cette question de comment est-ce qu'on arrive aussi à toucher sur les questions sociales d'autres classes. Parce que moi, c'est vrai que je fais partie d'une classe privilégiée, je m'en cache pas, et je fais partie de une partie de la jeunesse qui est de la génération climat et qui est assez marquée sociologiquement parfois. Donc il y a tout un enjeu effectivement à l'élargir. Basculons, du verbe basculer, de la bascule pour le nom, oui. Qui est également le nom donné à... C'est quoi, un mouvement, comment il faudrait le définir ? Oui, c'est un mouvement qui a été lancé début 2019 par des étudiants qui étaient déjà engagés dans leurs associations d'école à l'époque et qui ont eu envie de créer un lobby citoyen pour lancer plein de projets à même d'accélérer la transition écologique, démocratique et sociale. Et la bascule aujourd'hui perdure à travers différents projets, à la fois des écoles de l'engagement comme Fertile ou Milpa qui est une école de la permaculture et aussi des lieux qui sont des sortes d'écolieux qui viennent brasser énormément de projets et de personnes qui souhaitent s'engager. La bascule est un mouvement qui donc perdure, tout à fait, qui existe toujours aujourd'hui, dont vous êtes toujours partie prenante. Alors moi je fais partie de cette communauté qui a participé à la première aventure de la bascule, qui s'est passée en fait dans une ancienne polyclinique à Pontivy, en Centre-Bretagne, en 2019, qui a été une aventure de vie et de travail collectif pour lancer tous ces projets dont je vous parlais. Et c'est à cette époque-là qu'avec Maxime Olivier, on a eu l'idée d'écrire Basculons. Bascule, moi je me souviens de rupture davantage. Il y a quelques éditions de cela, sur ce rendez-vous de la transition écologique, était projeté, et une rencontre avait lieu aussi sur cette thématique de la rupture, c'est-à-dire d'élèves aussi d'écoles ou hautes écoles surtout même, qui à un moment donné rompaient avec leur cursus, on va dire classique ou académique, d'ingénierie ou autre, et qui décidaient par prise de conscience finalement de ne plus travailler dans l'intérêt, on va dire peut-être de sociétés ou entreprises dominantes. Est-ce que c'est un petit peu la même idée qui rejoint votre mouvement et cette idée de bascule et de rupture ou césure à un moment donné, ou de bifurcation en tout cas ? Oui, tout à fait. On peut dire que Basculons est un pendant sur le plan de l'écriture de ce qui a été fait en film avec Rupture, réalisé par Arthur Gosset, avec Hélène Cloître. Et on a eu d'ailleurs l'occasion de faire des rencontres en commun pour appuyer en fait ce qui était dit dans le film à travers tous les témoignages qu'on a recueillis dans Basculons. Et l'idée, oui, c'était de montrer à travers ce film, à travers le livre Basculons, quels étaient les parcours d'engagement. En fait, comment est-ce que les uns les autres, on prend conscience par quelles émotions est-ce qu'on passe, et puis quelles sont les voies d'engagement dans lesquelles on se lance ensuite. L'idée étant de montrer aussi la diversité des engagements possibles en fonction des caractères de chacun et puis des aspirations aussi. Alors quelles sont précisément ces bascules possibles ? Parce que c'est ce dont témoigne finalement votre ouvrage, au travers de différents parcours. Je crois que c'est une trentaine de jeunes finalement. On est dans une génération 18-30 ans ? Oui, c'est ça. En fait, ça fait aussi un petit peu écho à moi la manière dont j'ai vécu ma bascule. Au début, je me sentais très seul dans cette prise de conscience. Et l'expérience collective nous a fait nous rendre compte avec Maxime qu'en fait, c'était vraiment un petit phénomène de société et qu'il fallait raconter ces histoires. Donc l'idée, ça a été de montrer qu'il y avait des personnes qui étudiaient par exemple à AgroParisTech et qui décidaient de bifurquer du modèle de l'agro-industrie qui leur était vendu pour aller vers des pratiques un petit peu plus agroécologiques, questionner aussi le système économique qui sous-tend la logique de l'agro-industrie. Il y a des personnes qui décident aussi de s'engager en politique, donc ça peut être à travers des formes traditionnelles comme les partis, mais ça peut être aussi à travers des formes citoyennes comme des listes aux élections municipales. Des personnes aussi qui étudient
Dans quelle mesure est-ce qu'elles veulent changer le système de l'intérieur ou de l'extérieur? Donc on a eu aussi des témoignages de personnes qui essayent de faire changer leur entreprise en tant que salariés. Certaines qui décident d'y rester, quitte à faire quelques concessions, et d'autres qui disent « Ah ben non, moi en fait je décide de démissionner, c'en est trop pour moi et je cherche ma voie autre part ». Donc oui, dans la bascule, nous ce qu'on a tendance à écrire dans le livre, c'est que il faut rester radical et raisonnable en quelque sorte sur le fond de ce qu'on défend, mais avec une multiplicité des formes d'engagement. C'est une génération assez marquée aussi, là, au travers de vos témoignages, et on en parlait avec Camille Etienne aussi, ou en tout cas elle l'évoque aussi au travers de son ouvrage, de sorte de déconstruction aussi de cette appréciation peut-être un peu restreinte d'une génération climat, c'est-à-dire ces jeunes dont aussi certains font partie dans votre ouvrage, les marches pour le climat et ces premières mobilisations, on va dire. Est-ce qu'il y a aussi votre intention au travers de ce livre de transversalité aussi en termes de génération, justement, de sortir un petit peu de ce prisme et de cette entrée peut-être un peu trop réductrice? Oui, il y a différentes questions dans votre remarque. Il y a déjà la question de la jeunesse. Nous sommes une jeunesse, et la jeunesse n'est pas la génération climat. D'ailleurs, il y a une bonne partie de la jeunesse aujourd'hui qui vote à l'extrême droite ou qui est complètement désintéressée de la chose publique. Et puis, il y a la question générationnelle où, effectivement, médiatiquement, on peut être envoyé à c'est la génération qui va sauver le monde, et puis on lui laisse le bébé, alors qu'en fait, c'est fondamentalement intergénérationnel, le mouvement qu'on doit engager. Et puis, on a même stratégiquement intérêt à collaborer, à coopérer avec les générations du dessus. Donc, ce qu'on a mis en exergue dans Basculons, c'est qu'il y avait des défricheurs et des défricheuses de l'écologie qui ont œuvré beaucoup plus dans le désert que nous pendant des dizaines d'années, et sans lesquels nous, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais il y a aussi des personnes qui prennent conscience depuis seulement 5-6 ans et qui ont un passif, une vie peut-être pas très écolo. Mais ces personnes-là, il faut aussi avoir de l'écoute envers elles et une capacité à les entraîner dans nos combats, tout en s'inspirant de l'expérience qu'elles peuvent nous donner pour que ça fasse vraiment un effet de masse et que ça ne soit pas cantonné à un mouvement de jeunes. Parce que voilà, nous, les jeunes, on a sûrement plein de choses à apporter, mais il y a des pouvoirs qu'on n'a pas. On n'a pas le pouvoir de l'argent, on n'a pas le pouvoir des hautes positions dans les institutions et les entreprises. Et on ne peut pas se permettre d'attendre 15-20 ans que nous arrivions à ces postes de décision pour que les choses changent. Donc il faut faire alliance avec la génération du dessus. Ou peut-être tenter de les modifier. La question n'est pas de reprendre forcément le pouvoir, et peut-être de le déplacer. Exactement. C'est reprendre le pouvoir et transformer les manières de s'organiser collectivement pour faire en sorte qu'ils soient plus répartis, qu'ils soient aussi moins marqués par des dynamiques de domination. On pourrait parler des dynamiques entre les hommes et les femmes, par exemple, mais aussi entre classes sociales. Enfin, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les positions de pouvoir, il y a principalement des personnes qui ont saisi cette opportunité de faire des études supérieures et qui viennent d'une classe assez aisée. Et je suis de ces personnes-là. Donc l'idée, c'est de laisser la place aussi et d'aller vers vraiment une forme d'écologie qui soit résolument populaire pour qu'elle embarque toute la société. Alors justement, parce qu'un des mots-clés, me semble-t-il, pourrait être celui de la transmission. Alors il peut y avoir la prise de conscience, porter le flambeau à un moment donné, ou reprendre le flambeau. Donc ça, c'est une chose. Comment on prend et on reprend le flambeau, et peut-être cette transmission s'opère, et surtout au-delà de ça, comment on continue à essaimer, transmettre, faire connaître, sensibiliser, informer. Ça, c'est aussi une vaste question. C'est un peu à chacun de trouver sa place dans cette envie de transmission. Je pense que la première étape, c'est évidemment de s'informer un minimum sur ces questions-là, mais c'est aussi de réfléchir à la manière dont on peut toucher les différents publics auxquels on s'adresse. Pour certaines personnes, un discours très cartésien, ça va les toucher. Pour d'autres, c'est un discours artistique qui va les embarquer. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin des artistes, des danseurs, des chanteurs, pour faire émerger cette thématique dans les arts et dans les choses qu'on vit au quotidien. Après, moi, il y a quelque chose qui doit dépasser, selon moi, cette question de la transmission, c'est une fois qu'on a l'info, qu'est-ce qu'on fait? Et souvent, on est un petit peu démunis face à ça. On n'a pas aujourd'hui dans la société les conditions matérielles de la bascule ou de la bifurcation. Les deux gros freins au changement, c'est le frein financier et le frein social. En termes de prestige, même si ça a tendance à changer dans les imaginaires, ça reste moins stylé d'avoir un job de maraîcher que d'avoir un job peut-être dans une grande boîte. Et pareil, financièrement, c'est assez précaire d'être maraîcher, et puis on peut être bien payé pour un bullshit job à la Défense, 3 000, 4 000 euros par mois. Donc comment est-ce qu'on inverse cette échelle de valeur pour qu'au-delà de la transmission de l'information,
on arrive à embarquer dans une bascule qui soit concrète et qui s'inscrive dans le tissu économique dans lequel on est, quoi. Et qui soit joyeuse et qui fasse envie. Il y a la question de la désirabilité qui est souvent là réappropriée ou réutilisée un petit peu dans ce cadre-là, c'est-à-dire sortir un peu de ce constat trop désolant ou accablant. Et puis la question des imaginaires me semble importante parce qu'elle me semble aussi essentielle pour garder aussi justement et l'envie et l'optimisme et croiser notamment quand tu évoquais les arts. C'est aussi une façon de convoquer peut-être ces imaginaires-là. Oui, tout à fait. Alors, il y a quelque chose qu'on observe dans les sciences économiques, c'est que notre niveau de bonheur stagne à partir d'un certain niveau de revenu. Et donc, pour moi, la désirabilité de la sobriété, elle doit être adressée en priorité aux classes aisées. C'est-à-dire que c'est pas un discours qui doit être porté de manière culpabilisante vis-à-vis des personnes qui ont déjà basculé dans une forme de précarité subie. Aujourd'hui, il y a un Français sur 6 qui a du mal à se nourrir. Et donc, ce discours de la sobriété à leur égard peut mal être reçu, et je le comprends tout à fait, c'est logique. Pour moi, cette question de la sobriété, elle doit d'abord s'adresser aux personnes qui ont l'habitude de consommer beaucoup, et il faut effectivement inventer d'autres modes de désirabilité qui leur fassent comprendre qu'en fait, les plaisirs de consommation sont souvent factices, superficiels, et que on arrive à trouver plus de ferveur dans des plaisirs simples aussi et plus collectifs. Je pense qu'il faut qu'on sorte aussi de notre individualité aujourd'hui pour aller vers des projets qui soient plus collectifs et des aventures humaines qui, malgré leur sobriété matérielle, nous fassent vivre une forme de grande richesse humaine. Ou une autre répartition des richesses. Tout à fait. Non, mais c'est ça, c'est clair. Au cœur de tout. Une question que j'ai pas osé poser à Camille Etienne tout à l'heure parce que je trouve qu'elle est complexe, mais je vais me permettre de te la poser à toi. C'est le comment on fait. Je crois que c'est une vaste question, mais qui véritablement est aussi au cœur du problème et des enjeux. Est-ce que toi, tu aurais des éléments de réponse suite aussi aux témoignages, au parcours, aux expériences qui peuvent être menées, que tu as collectées au sein de l'ouvrage ? Alors, moi, le premier conseil que je me suis appliqué, c'est ne pas être seul et essayer de rester en lien avec des gens qui partagent cette préoccupation. Parce qu'un écolo seul, c'est un peu un écolo qui est voué à la défaite et à la dépression. Donc l'idée, c'est de retrouver ce lien humain, ça c'est la première chose. Et après, effectivement, ça dépend des aptitudes des uns et des autres. Il y en a qui vont être faits pour la désobéissance civile, d'autres qui vont être faits pour aller faire du lobbying dans les institutions européennes. Il faut trouver son truc, en fait. Après, moi, je me rends compte quand même que la voie politique devrait de plus en plus être investiguée dans la mesure où c'est là qu'on peut faire évoluer la loi, qu'on peut faire... on se rend compte, enfin, Camille Etienne, avec d'autres personnes, a mené des combats ces dernières années. Il y en a qui ont été des échecs, mais il y a eu des victoires. Et ces victoires, elles peuvent avoir quand même un impact assez large. Après, je pense que ce que font les soulèvements de la Terre, par exemple, en défendant des terres de manière très concrète, c'est aussi quelque chose qui est super utile et qui peut avoir un impact très, très, très rapide. Des victoires qui se situeraient où, selon toi ? Par exemple, il y a eu la loi sur la restauration de la nature au niveau européen qui a été signée il n'y a pas longtemps, qui a été approuvée après beaucoup de débats au niveau européen. Et ça va découler ensuite sur plein de législations au niveau national. Alors la question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'elles vont vraiment être mises en place et dans quelle mesure elles vont être vraiment contrôlées. Et c'est là où c'est important d'avoir à l'échelon plus local des personnes qui sont aussi engagées sur leur terre, qui connaissent leur terre et qui sont capables, en complément de l'État qui parfois manque un petit peu de pouvoir là-dessus, d'être un peu le garde-fou de à quel point on arrive et on respecte vraiment ce qui a été voté au niveau européen ou national. Ça te semble être une réussite, mais les lois et la question du droit, elle est importante, hein. Ça c'est certain, c'est un des leviers possibles, mais largement insuffisant aujourd'hui, et c'est là où la chose peut questionner, c'est-à-dire que la loi climat, par exemple, est existante, malheureusement elle n'est absolument pas appliquée, ou des tentatives ou démarches pourraient être salutaires, je pense à la Convention citoyenne justement, mais alors qui n'ont absolument pas abouti ou débouché sur des points satisfaisants, je dirais. C'est là où on en vient à légitimer des formes de désobéissance, où on se dit, en fait, en s'appuyant sur notre perception des crises écologiques et sociales, en s'appuyant aussi beaucoup sur la science, on dit, la loi aujourd'hui, elle est caduque, elle est en retard, elle n'est pas raisonnable. Et donc, c'est ce que font des collectifs comme par exemple Dernière Rénovation, en essayant de bousculer sur la question de la rénovation thermique des bâtiments.
en fait, ils font de la désobéissance civile pour faire évoluer la loi le plus vite possible, mais aussi légitimer le fait qu'il y ait d'autres pratiques en termes d'habitat qui se développent. Il y a beaucoup de choses autour de l'habitat, par exemple des habitats légers qui se fait ces derniers temps. Je sais qu'il y a eu de la désobéissance fertile, des personnes qui décident de se réapproprier les terres et voilà, de s'installer sur des terres qui a priori ne sont pas pour eux. Mais ouais, en fait, c'est une combinaison de toutes ces tactiques qui va nous permettre de nous en sortir, parce que le militant en désobéissance civile, il aura besoin aussi peut-être de l'infiltrer dans le conseil municipal et vice-versa pour faire avancer un sujet sur l'habitat ou sur l'agriculture. Ouais. Sur l'agriculture et l'alimentaire, alors je crois que justement aujourd'hui ton activité se répartit entre enseignement, écriture, en témoigne cet ouvrage, la photographie, et c'est ça, hein, oui. Je me trompe pas, et tu es chargé de projet sur le sujet de l'éducation alimentaire. Alors j'étais. Ah, tu ne l'es plus, voilà, c'était l'année 2021, en fait, je m'occupais de l'éducation alimentaire dans une communauté de communes, où l'idée était de... Parce que ça rejoignait cette question d'infiltrer aussi une institution, alors non pas une collectivité, mais enfin si, collectivité du coup pour une communauté de communes, et savoir quels en avaient été les effets, comment tu avais aussi vécu ou pu éventuellement infléchir ou non. J'en suis parti parce que justement j'arrivais pas à infléchir, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles je suis parti était aussi parce que je me sentais assez seul. C'est-à-dire que si on avait réussi à constituer un collectif au sein de cette collectivité pour faire avancer beaucoup plus rapidement et à la hauteur des enjeux, les enjeux de l'agroécologie, j'y serais resté. Là, je sentais que c'était plus un sacrifice, et je suis assez admiratif des personnes qui restent dans les structures, mais je pense que c'est d'autant plus simple quand il y a un collectif qui est formé et qui arrive à faire pression. Il y a un syndicat qui a été créé qui s'appelle le Printemps écologique, qui essaye d'accompagner des collectifs dans les entreprises. Voilà, je sais que ça se fait de plus en plus. Ça peut aussi tout simplement partir des thématiques sociales. En fait, les syndicats comme la CGT peuvent, à travers des revendications sociales, pousser pour une revendication écologique. Pour moi, ça va foncièrement ensemble. Donc oui, la question de l'alimentaire... notamment dans les territoires qui sont marqués en fait par l'agro-industrie, c'est très compliqué, parce qu'on se rend compte que les personnes qui sont aussi au conseil municipal ou qui sont élus sont aussi des personnes qui ont des terres et donc qui défendent un certain modèle de l'agriculture dont elles sont dépendantes en fait, parce que ça dépend de la PAC. Donc, politique agricole commune. Oui, merci. La politique agricole commune. Et au final, ce qu'il faut réussir à faire, c'est ne pas blâmer les personnes, mais plutôt toujours avoir une espèce de réflexion systémique qui permet de nous rendre compte que c'est systémique. Et que c'est structurel, et qu'il y a des personnes qui subissent en fait ce qu'elles alimentent au quotidien. Et là, après, c'est toute la question de comment on recrée de la démocratie, comment on recrée du dialogue et du débat exigeant entre nous, qui s'appuie sur la science et sur ce qu'on observe dans nos champs, dans nos terres, et qu'on fasse pas l'autruche, quoi. Et ça, c'est complexe parce que ça vient toucher à des questions psychologiques, à des questions de fierté, peut-être même parfois à la remise en question de ce que j'ai pu faire dans ma vie. Et donc, il faut aborder ça aussi avec tout ce que nous apportent les sciences humaines et les sciences cognitives comme information sur comment on fait basculer des gens, en fait. Et sciences politiques même, je dirais, parce que la haute question, elle se situe à cet endroit-là aussi, précisément. Et tu le disais, bon nombre de jeunes basculent aussi vers des extrêmes. Pour exemple, on entend même encore, je ne sais plus, j'ai vu des chiffres dont je n'ai pas retenu là, mais j'ai vu qu'était en hausse, par exemple, le nombre de jeunes climato-sceptiques, par exemple. C'est chose impressionnante, hein, qu'on a l'impression que le bon sens est là, la prise de conscience et les constats sont là, vérifiés, vérifiables. Ça interroge. Alors en vérité, le climato-scepticisme augmente dans toute la population, malheureusement. Je ne sais pas si parmi les jeunes, la hausse est plus forte que dans les autres strates, mais oui, c'est problématique, et il y a ce ressentiment en fait qui est nourri par la promesse du modèle capitaliste dans lequel on vit, qui n'est pas atteint par la majorité des personnes, et qui donc se tourne vers des solutions simplistes qui vont être pas mal à l'extrême droite de l'échiquier politique, en se disant, en fait, on n'a jamais testé, donc comme tout a raté, on va tester ça. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à garder le contact avec ces citoyens, ces citoyennes qui veulent se tourner vers ces solutions politiques, tout en étant intransigeant avec les dirigeants politiques, pour le coup de l'extrême droite, et à réussir à ne pas leur donner, eux, blanc-seing pour continuer à répandre leurs idées. Donc garder le lien avec les électeurs, avec les citoyens, mais sans aller sur les terrains de l'extrême droite en termes de discours exclusifs, etc.
Question démocratique aussi, Ouais. qui se pose. Ah bah ça c'est sûr, on voit la Convention citoyenne pour le climat, tout le monde en parle depuis 4 ans, on se rend compte que ça a été un processus super intéressant, super riche pour les personnes qui les ont vécus, avec un programme à la fin qui était assez ambitieux. Et en fait, je crois que c'est Cyril Dion qui dit ça, on a tendance à accepter des restrictions quand on les a nous-mêmes définies. Et en fait, la Convention citoyenne pour le climat, il aurait presque fallu qu'il y ait un immense programme médiatique qui sensibilise tous les Français en parallèle de ce processus qui avait lieu au Conseil environnemental et social, parce que il y a eu en fait une forme de déconnexion entre 150 citoyens qui ont été super informés et le reste des Français qui est resté avec le niveau d'information qu'il avait. Donc oui, moi je pense qu'il y a une grande responsabilité médiatique et donc soutenons les médias indépendants, soutenons les médias qui mettent en avant ces thématiques pour faire en sorte que ça touche de plus en plus de personnes. Mais oui, il y a des collisions aujourd'hui entre le monde médiatique et le monde économique qui rendent l'émergence de sujets écologiques et sociaux bien compliqués. Oui, des connivences qui sont effectivement là ou qui vont dans certains intérêts, ça c'est certain, et c'est cet ordre dominant-là qui prévaut tout à fait actuellement. Et c'est cet ordre-là qu'il s'agit de peut-être un peu bousculer ou déplacer ou changer tout simplement. Mais ça, c'est aussi une question de vision politique. C'est ça. Et tout l'enjeu, en fait, c'est de réussir à mettre en œuvre toutes les tactiques. Donc accepter aussi qu'il y ait des personnes qui aillent essayer d'influencer dans les radios et les télés de ces grands médias, sans transiger sur le fond, et qu'elles se reconnaissent alliées avec des personnes qui vont refuser d'y aller, qui vont avoir sur la forme une démarche beaucoup plus radicale, ou avec une image plus radicale en tout cas. Mais il faut réussir à créer ces ponts-là, parce que j'ai l'impression que si on se dit non, c'est que la désobéissance civile qui réussit, ou alors c'est que l'infiltration qui réussit, au final, on n'arrivera pas à embarquer massivement. Et donc, oui, ça demande beaucoup de coopération et beaucoup d'exigence sur le fond du message qu'on transmet, pour pas tomber dans le greenwashing, justement. Merci Tanguy. Pour résumer, si je reprends bien, 30 jeunes donc, qui racontent leur histoire, et cette histoire de bascule, du lycée à l'agroécologie, des études supérieures aux grèves pour le climat, de Polytechnique au Tiny House. Est-ce que là tu as rejoint aussi, parce qu'on a reçu Adrien Belay pour son film autour des low-tech, et qui était au campus de la transition avec des ingénieurs et des low-tech labs qui étaient menés notamment au Tiny House. Est-ce que c'est aussi des personnes qu'on croise et qu'on retrouve dans ton ouvrage, par exemple? Alors, je le connais pas, mais oui, on a des personnes qui font des low-tech dans Basculons. Des ingénieurs, notamment, qui se disent comment est-ce qu'on bascule vers une technique qui est plus sobre. De la banque aux actions de désobéissance civile, bref, on découvre donc ces prises de conscience, ces doutes, ces rêves de cette génération, et tu mets ça en contrepoint, en fait, avec aussi d'autres générations, et plus de 35 ans, et d'autres angles et d'autres entrées politiques, des députés, des agronomes, des journalistes, justement, qui interviennent aussi dans l'ouvrage. On voulait absolument faire un ouvrage intergénérationnel pour montrer que c'était l'affaire de toutes et tous. Et voilà, l'objectif, c'était aussi de rendre hommage à ces personnes qui sont engagées depuis 20 ans et qui ont parfois bien patiné dans l'espace politico-médiatique pour faire entendre leurs idées, mais dont on bénéficie depuis 5-6 ans avec la montée quand même médiatique de ces sujets qui est attribuée à notre génération, mais qui en fait est permise aussi beaucoup par l'action des anciens. Merci Tanguy Descamps, que tu as pour cet ouvrage co-dirigé avec Maxime Olivier, il faut le rappeler. Tout à fait, et avec les illustrations de Roman Rostol. Tout à fait. Basculons dans un monde viable, puisque le V est entre parenthèses. C'est sorti aux éditions Actes Sud. Merci à toi et longue continuation. Merci à toi. Merci beaucoup.